Bonjour Stéphane Baudet. Bonjour. Alors vous êtes maire de Courcouronnes, c'est dans l'Essonne, donc pas très loin de Paris. Combien d'habitants? Alors, il y a 15 000 habitants en recensement, mais on fait partie des villes surclassées dans les villes de 20 à 40 000 habitants, puisqu'on se considère en surpopulation. Ouais, et combien d'origines, de nationalités Plus d'une différentes? quarantaine. Quarantaine. Une quarantaine, nous avons un quartier dit populaire qui représente les 3/4 de la taille de la commune. Ouais. Vous êtes maire depuis 2001, c'est ça? La question est simple, et tout le monde se la pose, notamment depuis les propos de Manuel Valls hier disant qu'on a fermé les yeux. Il y a combien de Molenbeek en France? Je ne sais pas combien il y en a, je ne sais pas si ça fonctionne comme Molenbeek en Belgique, mais ce que l'on appelle des zones de non-droit en France, on sait qu'il y en a depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Ça ressurgit à chaque fois qu'il y a des attentats, ça ressurgit à chaque fois qu'il y a des gros trafics qui sont démantelés, mais enfin on sait que ça existe chez nous depuis longtemps. Le phénomène de radicalisation tel qu'il s'organise aujourd'hui, plus ou moins de façon un peu sectaire, est nouveau. Les moyens technologiques qui sont utilisés par les rabatteurs djihadistes, notamment Internet, sont également nouveau, mais le sujet de ces zones de non-droit est très ancien. Oui, alors, zone de non-droit, Molenbeek, il y a aussi la responsabilité quand même des élus. Évidemment, certains sont fait élire, alors on le voit en Belgique avec le vote des étrangers et la tranquillité. On a acheté aussi la paix sociale dans certains quartiers, dans certaines villes en France. Je pense que dire le contraire, ce serait mentir. Ça a existé comme existe encore d'ailleurs. Oui, sans doute d'ailleurs, mais enfin on le voit avec la population et la façon dont les villes ont été construites. Certaines ont abusé du logement social par électoralisme. Certaines d'ailleurs n'en ont pas fait du tout par une autre forme de protectionnisme et d'électoralisme. Donc oui, il y a une responsabilité politique. Il y a des élus qui ont usé et abusé des systèmes communautaires et associatifs, des financements dans ces associations. Donc oui, il y a une responsabilité politique, mais elle ne peut pas être considérée comme générale. Elle ne peut pas être considérée comme partout, parce qu'en même temps, vous avez énormément de maires qui ont beaucoup donné, qui essayent d'appliquer la laïcité, ce qui est un sujet particulièrement difficile à l'échelle locale, qui essayent également de faire du repérage, qui essayent de jouer leur rôle. On parle souvent des maires, premier pilier de la sécurité dans la commune. En même temps, ça ne fonctionne pas toujours aussi bien sur la question notamment de la radicalisation. Quand vous dites des maires, c'est de droite et de gauche. Oui, bien sûr. Oui. Responsabilité égale, ceux qui ont laissé prospérer à la fois le salafisme, c'est-à-dire l'islam radical, le trafic de drogue, je sais pas si on peut cibler plus un camp que l'autre. On sait que la question de la paupérisation des quartiers, elle est plutôt dénoncée du côté de la gauche que du côté de la droite, pour une raison d'ailleurs assez simple, c'est que la droite a gouverné jusqu'à maintenant très très peu de quartiers populaires. Ça commence à arriver, notamment avec les élections de 2014. J'étais vice-président d'association Ville et Banlieue, association nationale pendant une dizaine d'années. Il y avait finalement encore très très peu de maires de droite qui s'occupaient de ces quartiers populaires. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Ouais, on voit, on parle beaucoup évidemment d'Argenteuil ce matin, avec cette opération de police, l'arrestation de quelqu'un qui serait lié à des terroristes ayant opéré en France. Ça a été l'islam radical, aussi un enjeu électoral entre l'ancien maire, le nouveau maire. Il y a une bataille, il y a des polémiques. C'est devenu aussi ces liens réels ou supposés avec les salafistes et l'islam radical un enjeu politique, un combat électoral? Ça le devient sur certains territoires et là-dessus il ne faut pas céder. On le voit d'ailleurs. Pendant un temps, certaines équipes municipales essayaient de les agréger sur leur liste pour acheter une forme de paix sociale. On voit que ça ne fonctionne pas forcément, y compris parce que sans doute les attentes de ces extrémistes, appelons-les ainsi, sont peut-être pas toujours faciles à satisfaire. Et on a pu voir notamment lors des dernières élections ou municipales ou départementales qu'on avait de plus en plus de listes communautaires qui prennent leur indépendance et qui, fort heureusement, c'est assez rassurant, prennent des raclées électorales. Mais enfin, en même temps, elles commencent à se constituer. Ça veut dire aussi qu'elles sont capables maintenant d'avoir les nombres qu'il faut, y compris à la parité, c'est important, pour pouvoir candidater. Donc il y a quand même un sujet. Ouais, je disais, ces sujets de polémique droite-gauche aussi, les liens réels ou supposés avec l'islam radical. C'est un enjeu, c'est une bataille politique à l'intérieur des communes, ça existe? Oui, bien sûr. Et chacun accuse l'autre de vouloir jouer avec le vote des citoyens musulmans français, puisqu'ils ont le droit de voter. Dans le rôle de président des maires d'Île-de-France, qui est le mien, je ne vais pas taper la gauche contre la droite. Je suis là pour parler au nom de tous les maires. Mais vous connaissez les cas, vous connaissez les situations. Oui, bien sûr. Mais enfin, le maire qui peut finir par déborder, c'est le maire qui est pris dans un étau communautariste. C'est le maire qui a voulu acheter une forme de paix sociale. C'est donc évidemment plus facilement celui qui gouverne que celui qui cherche à gouverner. Et donc très souvent, si on analyse des situations, on verra que c'est plutôt le maire qui est en place qui est en faute plutôt que le candidat qui vient se présenter contre. C'est assez cohérent. Ouais, on achète la paix sociale, vous le disiez, en finançant. On l'a beaucoup trop fait. Les associations culturelles. Ça peut être, oui, ça peut être des associations, ça peut être aussi en
s'aidant sur des principes assez simples. Moi, quand j'ai été élu en 2001, par exemple, dans mon centre social, il y avait des cours de français et des cours d'arabe qui étaient dispensés. Les cours de français étaient payants, les cours d'arabe étaient gratuits. C'est assez insupportable. Quand j'ai demandé pourquoi ça se passait ainsi, on m'a expliqué les cours d'arabe sont financés par la politique de la ville, donc du coup on les fait gratuits, mais comme le français n'est pas financé, on fait payer les gens. Voilà, donc on a cédé sur des choses beaucoup trop importantes sur lesquelles il nous faut revenir. Nous on l'a fait à Courcouronnes depuis 15 ans, j'ai 80% de délinquance en moins, donc ça prouve que c'est possible. Mais ça nécessite aussi, quand on arrête d'acheter la paix sociale, d'accepter pour les élus que nous sommes, pour l'exposition qui est la nôtre, de vivre 2, 3, 4 ans. Moi j'ai vécu des menaces de mort, de vivre dans des tensions un petit peu permanentes. Et puis petit à petit, quand les générations passent, on finit par regagner du terrain. Oui, que c'est un maire? On parle beaucoup, effectivement, et vous l'avez utilisé, le mot radicalisation à plusieurs reprises. Alors le maire... Qu'est-ce qui c'est des individus qui peuvent dériver, de ceux qui vont partir, qui peuvent partir? Écoutez, le maire sait ce qu'on lui rapporte. Alors, soit des familles, soit les réseaux associatifs, soit les réseaux éducatifs qui peuvent avoir des inquiétudes. Par exemple, quand un enfant leur demande de chanter la Marseillaise au lendemain du 13 novembre, quand un gamin vous dit dans la salle de classe très tranquillement écoutez, les terroristes pour le 13 novembre, ils ont un peu exagéré, mais c'est pas comme Charlie Hebdo où là c'était normal. Là forcément on repère que chez ce gamin qui n'a pas inventé ce discours tout seul, il y a quelque chose. Il y a donc un travail à faire sur la famille ou une forme de reporting à faire du côté du préfet. Nous les maires, nous le faisons. J'ai moi-même indiqué qu'un jeune de mon quartier avait fait 3 voyages en Afghanistan. Je l'ai su par son association sportive. Il est toujours dans le quartier aujourd'hui. Je ne sais pas quel type d'enquête a pu être faite. Donc en fait, on essaye d'informer, mais en même temps, on n'a pas toujours le retour. On voit par ailleurs, on l'a vécu avec l'affaire Mostefai, qui a forcément frappé ma commune. Il y a des kamikazes du Bataclan qui était originaire du Courcouronnes. Voilà, qui était originaire de Courcouronnes. Il n'y habitait plus depuis des années. Mais ses parents y étaient. Mais alors ses parents y étaient étaient partis depuis des années. Mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est ses amis d'enfance qui eux ont lancé un cri d'alarme en disant tu es un traître. On a grandi dans les mêmes conditions. Pourquoi tu es devenu ça et pourquoi nous on ne l'est pas devenu? Et il m'expliquait, notamment le jeune Sigli qui avait fait cette lettre particulièrement émouvante, qu'en fait le seul signe distinctif de cette radicalisation, ça a été sa disparition des loisirs, sa disparition dans la rue, etc. C'est-à-dire qu'il y a celles et ceux qui font du prosélytisme très clairement, mais il y a celles et ceux qui sont radicalisés, qui sont les plus faibles, dont finalement le seul repère que nous avons, c'est leur disparition du dispositif habituel de la commune. On a un exemple en ce moment, c'est Sevran. Il y a des familles qui interpellent le maire de Sevran, oui, Stéphane Gatignon, parce que leurs enfants sont morts, sont partis, sont morts, ont été tués au combat en Syrie. Il est coupable ou non coupable, ou il a appris, comme tout le monde, après? Je ne peux pas dire ce qui se passe chez Stéphane Gatignon à Sevran. On a d'ailleurs débattu une fois ensemble, et je me souviens de son débat de ce week-end avec Rachida Dati, qui en tant que ministre et garde des Sceaux à l'époque avait indiqué qu'il avait essayé quand même de redresser la pente sur le sujet. Donc je ne sais pas si on peut l'accuser. Après, moi je comprends la peine des familles. Je veux dire, aujourd'hui, elles n'ont pas de moyens. Moi je l'ai vécu sur la famille Mostefai par exemple. Il a indiqué à sa famille lorsqu'il a fait ses premiers voyages qu'il partait en réalité à Dubaï parce qu'il avait trouvé du travail. Donc les familles sont quand même dans la difficulté. Elles ont beaucoup de mal à savoir où ils vont réellement. Voilà, donc je ne sais pas si elles ont alerté la ville, si la ville était informée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que nous, on informe le préfet ou le ministère de l'Intérieur sur ces sujets-là, alors même que l'on nous explique que les maires sont toujours placés au cœur de la sécurité, on n'a aucun retour d'information. Donc quand bien même une famille viendrait me dénoncer un de ses enfants qui est parti en Syrie, je le dénoncerai moi-même au préfet ou au ministère de l'Intérieur, il est probable que je n'ai pas la suite qui va être donnée à cette affaire. C'est-à-dire que jamais il y a un retour sur les signalements sur ce sujet, que vous faites. Sur ce sujet, ça n'est jamais arrivé. On a effectivement suivi ce garçon. Sur ce sujet, ça n'est jamais arrivé. Ouais, donc jamais c'est quelque chose. Je le dis d'expérience. C'est effectivement quelque chose qui. Oui, il faut rechanger. Il faut aussi qu'on repositionne. Le maire est le premier magistrat de la commune. Il faut qu'on le repositionne dans ce dispositif. Il est le seul qui bénéficie des meilleurs réseaux, encore une fois, associatifs, éducatifs, d'habitants, pour être capable de remonter l'information. C'est une source d'information, quand il tient bien sa commune, qui est évidemment hyper importante. Alors, sur le problème de la connaissance de ce que vous savez ou de ce que vous ne savez pas, quand une association se crée, quand elle utilise ou quand elle loue, quand elle achète un immeuble, vous savez d'où vient l'argent, vous savez ce qu'elle va faire à l'intérieur. J'imagine que vous faites allusion à Baraka City qui est installée par exemple à Courcouronnes et qui fait la une. Hein, oui, c'est une association dont l'un des membres est retenu au Bangladesh et dont on parle beaucoup, qui a été perquisitionnée d'ailleurs à plusieurs reprises. Moi j'ai su que cette association était à Courcouronnes quand elle a été perquisitionnée. Elle a acheté des locaux dans une zone d'activité qui étaient des locaux industriels dans lesquels en plus elle n'a pas fait de travaux a priori, donc elle n'a pas fait de déclaration à la mairie, et donc par conséquent j'ai aucune raison d'en être informé. C'est malheureux, c'est ainsi. Mais comment savoir ce qui se passe à l'intérieur d'une mosquée? Vous savez, vous avez une très grande mosquée. Alors nous on a une très très grande mosquée. Moi je pense que quand on a une mosquée on est moins en danger
danger parce que les mosquées sont plutôt ouvertes. Après, c'est au service de l'État de contrôler les messages qui y sont divulgués. Celle qui est chez moi, par exemple, est reconnue pour être une mosquée particulièrement équilibrée et ouverte. Donc voilà, en même temps, c'est une porte d'entrée, on peut regarder ce qui s'y passe. On sait tous en France qu'il y a des imams qu'il faut sans doute expulser. On sait tous en France qu'il y a des mosquées qui sont particulièrement salafistes et qu'on devrait fermer. C'est pas le cas chez moi, fort heureusement. En revanche, même si je les connais bien, je suis extrêmement vigilant sur ce sujet. Il y a des salles de prière aussi qui peuvent s'ouvrir, se créer sans que c'est comment et vous ne savez pas? Voilà. Alors ça, on peut le savoir parce qu'on le détermine nous, notamment à travers les zones d'activité. Les zones d'activité, c'est un énorme point faible, notamment parce qu'elles sont souvent plus gérées par les communes mais par les communautés d'agglomération, parce qu'ils peuvent acheter, ce qu'on a vécu avec Baraka City, des locaux industriels qu'ils transforment d'abord en disant qu'il y a des activités, des bibliothèques, puis petit à petit qu'ils transforment en salles de prière. À partir du moment où les permis de construire, quand ils achètent, sont fidèles au plan local d'urbanisme et aux documents d'urbanisme de la commune, nous n'avons aucun moyen juridique de les empêcher de s'installer. Oui. Vous auriez organisé, vous, un salon de la femme musulmane? Non. Non. C'est arrivé à Pontoise, on l'a reproché au maire. Il faut être aussi vigilant, savoir refuser. Oui, enfin pas du tout. On travaille nous sur la femme. D'ailleurs, on nous le reproche à l'occasion de la journée de la femme. Nous, on fait une semaine de la femme à Courcouronnes. Alors maintenant, on nous pointe du doigt parce qu'on ne devrait pas faire une semaine de la femme, mais enfin on le fait parce que justement, dans un quartier populaire, la situation de la femme au quotidien n'est pas une situation toujours facile, et donc on essaie de les accompagner, mais un petit peu comme on fait des actions de parentalité pour les parents qui ne peuvent pas assumer convenablement leur rôle. S'il faut donner un pouvoir supplémentaire au maire, c'est lequel? Écoutez, c'est au moins surtout qu'il y ait un retour d'information sur ce qui se passe sur sa commune. Voilà, moi j'ai eu des installations que je considère particulièrement dangereuses, de personnes ayant officié à l'étranger, qui sont installées à Courcouronnes et dont j'ai appris leur présence sur mon territoire par des journalistes et pas par le préfet. Voilà, qu'on soit au-delà des discours de gauche comme de droite, ça fait 15 ans que je suis maire et que j'entends cela, qu'on replace réellement le maire au cœur du dispositif de la sécurité. Merci Stéphane Baudet. Merci à vous.